Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, la formule vient de boucler une année 2015. Elle ouvre dans le même temps une nouvelle année 2016. Les adresses sont fusées de partout, les messages à la nation et les vœux ont porté diverses griffes. Amis auditeurs du 12-13, bienvenue à l'écoute du 95.5. Comment sera cette année qui commence ? C'est la principale question que se posent sans aucun doute les Togolais à l'instar de leurs compères du monde. 2016 sera-t-elle une bonne année ? Sera-t-elle heureuse comme se le sont souhaités des millions de Togolais depuis la nuit de la Saint-Sylvestre ? Cette nuit-là, les Togolais attendaient le message à la nation de leur président de la République. Cette nuit-là, ils n'auront que ceux des prêtres, pasteurs et autres dignitaires dans les églises, temples et autres couvents du pays. Fonia Singbe avait choisi le 2 janvier 2016. 2016 ne sera pas de tout repos, prévenait le locataire de la présidence de la République. Depuis une dizaine de jours, une pluie d'activité s'abat en effet sur le Togo. L'Office togolais des recettes transite par le port autonome de Lomé et crée la psychose chez les transitaires. Cette semaine, le Togo a fait exploser ses premiers gaz lacrymogènes de l'année. Sur le registre de l'Office, les grandes sociétés du pays, notamment la brasserie. Jusqu'où est prête à aller la nouvelle structure ? Cette semaine, les Togolais ont fait une autre découverte, celle qui va probablement conduire à la taxe sur les habitations. Des questions sur les habitations des employés. La nouvelle année est ainsi lancée. Est-ce que c'est le mandat social qui vient effectivement de commencer ? C'est une interrogation. À la Banque mondiale, il se susurre que le taux de croissance du Togo avoisinerait les 5%. Quelles conséquences pour le quotidien des populations du Togo ? Au chapitre des chiffres, il y a aussi celui du budget exercice 2016. 1005,6 milliards de francs CFA. Comment obtient-on cette prévision ? À l'Assemblée nationale, l'opposition du Togo a tourné le dos au vote de ce budget. Comment explique-t-on cette attitude ? Au palais des congrès de Lomé, les députés ont-ils été tout le temps des chiens et des chats ? Eux l'ont été durant une certaine époque. Eux, c'est l'Allemagne et le Togo. Ils sont désormais ensemble. À Bonn, on dira Deutschland und Togo zusammen. Dr Gerd Müller, ministre allemand de la coopération économique et du développement, est venu renforcer l'axe Lomé-Berlin. D'autres axes se renforcent dans le même temps, ceux que se partagent les États de l'UEMOA. Les membres de l'Union étaient en conférence vendredi à Cotonou, au Bénin. L'invité du jour est Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC. Le 12-13 dans une trentaine de minutes au 23 20 63 49 et des SMS au 91 09 71 71. Le 12-13, c'est Romaric Freitas, Karine de Souza et Pierrot à Tiogbe. Le 12-13, c'est aussi vos remarques et suggestions de l'année dernière. Nous y travaillons. Monsieur Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Il y a 3 ans, les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Sous quel signe mettez-vous ce triste anniversaire puisque votre nom a été cité dans ce dossier ? Mais mon nom n'a pas été que cité. Je suis inculpé et je suis sous contrôle judiciaire. Donc, je ressens cela régulièrement lorsque je dois sortir du pays, puisque je dois obtenir l'autorisation du juge, en dehors de ce que je dois déjà obtenir comme autorisation auprès du président de l'Assemblée nationale. Et tout cela, je ressens ça comme l'expression de l'arbitraire dans notre pays. Parce que je crois que c'est une affaire dont tout le monde sait que nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Et que c'est une inculpation fantaisiste qui s'abat sur nous. Nous avons des jeunes qui sont toujours détenus et dont nous devons nous occuper régulièrement. Ils sont malades, ils sont dans un état piteux. Nous-mêmes, nous sommes là. Et régulièrement, nous voyons les autorités judiciaires, nous leur demandons mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi cette affaire traîne ? Vous savez qu'il y a eu un rapport, vous vous souvenez de cette affaire, un rapport des experts français sur la nature du combustible utilisé et qu'en principe, le contenu du rapport devait disculper ceux qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'usage du combustible. Et que les autorités togolaises, très rapidement, ou même avant de rendre public, ou pendant qu'ils rendaient public ce rapport des experts français, ont également rendu public un rapport d'un expert israélien qui contredisait un peu le contenu du rapport. Donc c'est une attitude qui montre que les autorités françaises savent de quoi il s'agit.
Ce que les Togolais ne comprennent pas 3 ans après, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Et visiblement, là, c'est un peu comme si on est dans une sorte de comédie, puisque visiblement, on ne parle plus de cette affaire. Mais on ne parle plus de cette affaire. Nous en parlons régulièrement. Nous n'en parlons pas sur les médias, mais nous en parlons régulièrement aux autorités. Nous leur adressons des lettres. Nous en parlons aux autorités judiciaires. Et qu'est-ce qu'elles vous disent? Rien. Mais le dossier a été loin. Il y a eu des recours devant la Cour suprême. Nous avons entrepris des démarches dont je ne veux pas parler ici parce que c'est de la politique. Et vous verrez bien dans les jours à venir. Les jeunes sont inculpés ou bien les jeunes sont gardés depuis 3 ans, vous l'avez Oui. dit. Ils sont dans des états piteux, vous l'avez Oui. dit également. Quel est l'avenir de ces jeunes-là? Puisque on sait qu'ils sont éparpillés un peu Mais partout. j'espère que, oui, maintenant, vous faites bien de l'évoquer. Ils sont à Tchévier, ils sont à Kara, ils sont à Neho et dans d'autres prisons du pays. J'espère que cette affaire-là va trouver un dénouement très rapidement. Parce que j'ai entrepris personnellement d'autres démarches. Des démarches politiques? Oui, Est-ce que vous pouvez nous en parler? non. Pourquoi? Non, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui passe mon temps à m'étaler sur les radios, les médias, de choses dont l'efficacité dépend qu'on n'en parle pas. Vous voyez, l'action politique, pour être efficace, se déroule des fois à l'abri des regards. Vous voyez. Donc, vous verrez bien. Merci, on vous souhaite Il faut être responsable lorsqu'on fait de la politique. On vous souhaite bonne chance par rapport à ce dossier-là. Il y a l'autre dossier qui fait parler de lui depuis le début de cette semaine. C'est celui concernant l'OTR qui transite par le port autonome de Lomé. Je ne sais pas si vous suivez ce dossier. Bien sûr, en tant que responsable, je suis. Vous savez, les autorités togolaises ont une habitude, c'est d'agir avec brutalité. Elle parle de mesures visant à faire porter des badges aux déclarants, aux déclarants non agréés. Toutes ces choses peuvent se faire dans le dialogue, avec discussion. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une mesure visant à réduire à néant ou à réduire à la portion congrue le secteur informel. Je souhaite bonne chance aux autorités togolaises aussi. Elles veulent, si c'est leur volonté, de réduire le secteur informel. Si ces actions doivent être efficaces, quand je dis bonne chance, vous savez, c'est avec ironie, ces actions doivent être efficaces, il faut la manière, la méthode. Et c'est toujours ce qui manque au Togo, parce que, comme je le dis, la violence est consubstantielle à la pratique politique du régime RPT-UNIA. Ils ne peuvent agir sans violence. Au-delà de la violence, est-ce que vous comprenez la démarche de l'OTR qui veut faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État? On peut comprendre. Il faut toujours faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État si on veut en faire une utilisation rationnelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut combattre l'OTR ou plutôt le soutenir? Vous savez, sur le principe de faire diriger un organisme togolais par un étranger, je suis contre. Par principe. Je ne peux pas admettre qu'on ne puisse trouver un Togolais honnête, intègre, surtout indépendant pour diriger une institution. Et qu'on aille chercher un étranger, ça me sidère. Ça veut dire qu'on accepte que les Togolais ont l'habitude de se soumettre aux autorités en place. J'espère que l'étranger va donner des gages d'indépendance. Au-delà de la démarche, M. Jean-Pierre Fabre, l'OTR a fait rentrer dans les caisses du Togo des centaines de milliards de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Tant mieux. Mais je ne peux pas admettre qu'un Togolais ne puisse pas faire ça. Les Togolais sont, vous savez, les Togolais sont allés partout pour porter la tradition de la compétence, l'expertise
des nationaux. Alors qu'on aille chercher quelqu'un, ça veut dire que de l'indépendance jusqu'à maintenant, les Togolais ont beaucoup reculé. L'OTR réclame de l'argent à la brasserie du Bénin. On a pris plusieurs dizaines de milliards de francs CFA et on a pris également pour certains grands hôtels de la capitale. Quelles peuvent être les conséquences de ce qui est en train de se passer? Mais si l'OTR veut faire rentrer de l'argent et que ces entreprises sont coupables de n'avoir pas déclaré la réalité de leurs bénéfices, ben c'est tout à fait normal. Mais pourvu que cet argent ne serve pas à faire des dépenses fantaisistes. Vous savez, cette affaire-là de l'achat d'un véhicule, vous vous souvenez de la Mercedes Maybach, du chef de deux Mercedes Maybach, parce que c'est le ministre des Finances qui l'a dit devant l'Assemblée nationale. Deux Mercedes Maybach qui coûtent chacune 1,2 milliard. Non, je dis que ça, si c'est pour mobiliser des ressources pour ce genre de dépenses, pour moi c'est inacceptable. Au-delà de cette déclaration que vous faites actuellement en tant que député à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est des sujets qui sont également discutés entre vous? Bien sûr, je ne peux pas vous donner cette information si le ministre des Finances ne l'avait pas dit. Je l'avais interrogé. Je pense, avant d'être chassé de l'Assemblée nationale en novembre 2010, ça devait être donc en 2009 ou 2008, je l'avais interrogé sur la réalité de l'information et je pensais qu'il n'y en avait qu'une, il avait dit deux. Je parlais de... Aux grandes dames des députés du RPT. Je parle spécifiquement de la nouvelle situation créée par les démarches de l'OTR. Non, l'OTR agit, nous apprenons, mais nous allons certainement interroger. Vous savez, nous sommes dans le contrôle de l'action gouvernementale et nous allons certainement interroger. Vous savez, nous faisons ce que nous pouvons quand le bureau de l'Assemblée nationale décide que les questions que nous posons arrivent en plénière. Est-ce que vous contrôlez effectivement l'action gouvernementale? Autant que faire se peut. Nous pouvons poser des questions, mais vous savez que nous ne sommes pas dans le bureau de l'Assemblée nationale et que ces questions sont débattues à la conférence des présidents où nous sommes largement minoritaires. Donc si la conférence des présidents décide qu'une question ne vient pas en plénière de l'Assemblée nationale, elle ne viendra pas. Quand je pose la question, puisque certains ont dit récemment que l'Assemblée nationale, en réalité, ne fait qu'accompagner le gouvernement. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais nous sommes minoritaires. Nous faisons ce que nous pouvons. Lorsque un projet de loi arrive, examiné à la commission des lois, ensuite arrive en plénière, nous faisons en sorte que le débat soit vif. J'espère que nous allons parler tout à l'heure du budget, peut-être, si on a le temps. J'espère également que nous allons parler du rôle que nous avons joué dans l'adoption par l'Assemblée nationale, parce que nous nous sommes abstenus du nouveau code pénal. Si nous avons le temps, nous en parlerons. Ne vous en faites pas. Certains Togolais ont reçu ces derniers jours des fiches d'information sur l'habitation et on crée à thème la résurgence d'une taxe sur l'habitation. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la nouvelle. Oui, mais tout ce qui se pratique ailleurs et qui concerne la mobilisation des ressources, pour que on ne peut pas ne pas payer des impôts et vouloir que l'État finance des dépenses sociales, vous savez, les hôpitaux, l'État construise des routes, non. Mais pourvu que on ne matraque pas, parce qu'on finit par tuer la poule aux œufs d'or. Mais est-ce que vous n'avez pas peur pour le pauvre Togolais de Lomé à Saint-Cassé, vu ses moyens, vu ses salaires, vu ses revenus? Est-ce qu'il a les possibilités de payer les produits de première nécessité dont les prix ont augmenté excessivement ces derniers temps, et également il faut taxe sur l'habitation? Il faut que les Togolais constatent que l'État ne gaspille pas l'argent qu'il donne au titre des impôts. Parce que
les impôts, c'est une contribution normale. Mais si l'État, si comme l'a reconnu le chef de l'État lors de son discours d'une certaine année, si les ressources de l'État vont dans les mains d'une petite minorité, oui, les Togolais ont de quoi s'inquiéter. Vous particulièrement, est-ce que vous vous inquiétez? Bien sûr. Moi, vous savez, on ne fait pas de politique sans se préoccuper du sort des populations. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, bien entendu, nous nous inquiétons. Mais c'est pour ça que nous voulons que l'alternance arrive. Pour que nous montrions ce dont nous sommes capables. Parlons à présent, comme vous l'avez tantôt souhaité, parlons du budget exercice 2016, ce budget qui monte à 1005,6 milliards de francs CFA. Et votre groupe parlementaire n'a pas voté. Pourquoi? Bon, nous ne sommes pas là pour ne pas voter ou pour voter. Nous sommes là pour examiner ce qui va dans le bon sens et pour soutenir les actions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Mais nous ne soutiendrons pas ce qui ne nous semble pas bon. Voilà pourquoi nous n'avons pas voté ce budget. Il y a d'abord la forme. Un budget qui arrive en retard, en décembre, en violation de ce que dit la Constitution. Un budget qui arrive sans que la loi du règlement 2014 ne soit votée, c'est-à-dire en violation des directives de l'UEMOA. Ensuite, oui, allez-y. Ensuite, il y a 3 problèmes. Le premier concerne ce que nous considérons comme l'insincérité du budget. Le deuxième, la gestion opaque des finances publiques. Et le troisième, la dette. Ouais. Moi, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce que vous appelez l'insincérité des prévisions. Bien sûr. Il ne s'agit pas de dire je vais atteindre 1000 milliards. Un budget de 1000 milliards, ça fait bien. N'est-ce pas? Parce que les pays sérieux de la sous-région sont à 1000 milliards depuis longtemps. Le Burkina depuis très longtemps, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, nous, également, nous disons nous voulons atteindre un budget de 1000 milliards. Encore faut-il mobiliser sérieusement les ressources, ce qui n'est pas le cas. Encore, alors, c'est ça qui concerne l'insincérité. Ça veut dire, ce sont des prévisions qui nous semblent fantaisistes. Et nous avons raison. Ce n'est pas la première fois que nous posons le problème. Nous avons déjà posé le problème l'année dernière. Et nous avons eu raison parce que nous avons été obligés de voter ce qu'on appelle la loi de finances rectificative. Parce que, arrivé à septembre, je crois, le gouvernement a constaté qu'il ne peut pas réaliser ce qu'il a prévu et il a introduit à l'Assemblée nationale une loi de finances rectificative. Donc, il ne faut pas faire des prévisions fantaisistes. Donc ça, c'est pas sincère. Et même, nous ne sommes pas seuls à le dire. Des institutions financières comme le Fonds monétaire international regardent avec suspicion le budget du Togo. Ensuite, il y a ce que j'appelle la gestion opaque des finances publiques et surtout des sociétés d'État. Oui, sur ce registre, vous avez cité certaines sociétés comme la CET, vous parlez de Togo, le port autonome de Lomé, vous avez également parlé de Togo Télécom. Oui. Vous avez cité plusieurs milliards de francs CFA. Oui, il y a la CET qui a déclaré. Mais comment contrôler ces sociétés? Mais, vous savez, des sociétés d'État, ça existe dans certains domaines sensibles, comme l'énergie. On peut comprendre qu'il y ait des sociétés d'État. Le secteur minier. Bon, mais on vend. Il faut gérer de manière sérieuse ces sociétés d'État. Oui, en fait, on est d'accord, mais en fait, c'est sur la question de la transparence ou de la gestion saine de ces sociétés. Si on est incapable de gérer de manière sérieuse les sociétés d'État, il faut privatiser. C'est ce que vous préconisez? Non, vous savez, moi, je suis de sensibilité de gauche. Je pense qu'on peut gérer par économie mixte, soit des entreprises qui relèvent du secteur privé. Certaines entreprises peuvent être gérées par l'État. Mais l'État doit se montrer rigoureux.
extrêmement rigoureux. Il y a donc la CET qui affiche 42 milliards de déficit. Il y a Togo Télécom. Personne ne comprend que Togo Télécom soit en déficit. Il y a le port autonome de Lomé qui tangue. Il y a la Société nationale du phosphate du Togo. Mais il s'agit de vendre du phosphate. Et on est en déficit depuis longtemps. Ça veut dire qu'on n'entretient pas les machines, on n'est pas sérieux dans la gestion. Monsieur le Jean-Pierre Fabre, est-ce qu'il n'y a pas un début de réveil du côté de l'État? Puisque il y a aujourd'hui la Cour des comptes, il y a aujourd'hui la RMP pour la passation des marchés publics. Est-ce que ce n'est pas un début? Attention, ne citons pas les institutions togolaises. Non. Mais pourquoi? Non, vous savez, il n'y a puisque vous participez à une de ces institutions-là, oui, Jean-Pierre Fabre. Oui, il n'y a qu'une institution au Togo. C'est laquelle? C'est le président de la République. Oui, mais en fait, est-ce que ce que vous dites n'est pas assez grave? Mais je parle en connaissance de cause. Oui, mais puisque si vous dites qu'il n'y a que la présidence de la République, vous-même, vous participez à l'Assemblée nationale. Oui, nous essayons de faire... Donc vous n'êtes pas sérieux aussi? Non, nous essayons de limiter les dégâts. Nous essayons de faire en sorte que nous ayons un contrôle dans la limite de nos moyens. N'oubliez pas que nous sommes minoritaires. Mais, vous savez, prenons une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle. Hein? Et qui se trouve en amont et en aval du scrutin, des élections si vous voulez. Mais ce n'est pas une institution sérieuse. Elle le montre chaque année. Elle le montre quand elle est supposée dire le droit. Elle nous a chassés de l'Assemblée nationale en violation de comment on appelle, la loi sur l'article 50, un article de la Constitution qui préconise le mandat impératif. Je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais ils le savent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'elle a fait l'année dernière pour les élections? Elle a rendu pour le même sujet 2 avis différents, ne sachant pas que nous l'avons à l'œil. Elle a rendu en 2010, sur la période des élections, elle a donné un avis. Interrogée en 2015, elle donne le même avis. Sur injonction du ministre de l'administration territoriale, elle rétropédale pour donner un avis contraire sur le même sujet. Mais Jean-Pierre Fabre, cela ne vous a pas dissuadé à participer à l'élection? Non. Si vous voulez, après on parlera des élections. C'est clair, on parlera des élections. Oui. Puisque vous parlez des institutions qui ne sont pas sérieuses. Oui. Donc vous savez, ne citons pas les institutions. Parce que les institutions au Togo font tout pour croire qu'elles sont là pour maintenir au pouvoir les autorités. Elles ne sont pas là pour fonctionner dans l'intérêt des populations togolaises. C'est la grave situation que le Togo affronte. On a l'impression en ce début d'année, M. Jean-Pierre Fabre, que le Togo politique n'avance pas. Est-ce que vous avez cette impression vous aussi? En ce début d'année, ce n'est pas en ce début d'année qu'il faut avoir l'impression. Nous sommes en début d'année. Il faut avoir cette impression depuis longtemps. Vous savez, on est passé par la conférence nationale souveraine en 91. On a cru qu'on allait mettre tout à plat pour repartir comme tous les pays qui nous entourent. Puis, le chef de l'État a fait un coup de force contre la transition. Il a tout remis en cause et nous sommes là. Et donc, on n'avance pas. Mais écoutez, ça fait longtemps qu'on n'avance pas. Et donc, nous faisons tout pour qu'on sorte de cette situation pour ressembler un peu au pays qui nous entoure. C'est la faute à qui? Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui me ment à moi-même. Donc je vais vous dire quelque chose. Il y a le refus clair et net des autorités togolaises d'accepter l'alternance. C'est-à-dire que quand elles vont aux élections, ce n'est pas pour remettre en jeu le pouvoir politique. C'est juste pour faire des élections. Comme ça, pour la forme. Donc il y a tout, ils mettent tout en œuvre pour rester là. La fraude électorale, le fichier corrompu, etc. Ensuite, il y a
les tares de l'opposition togolaise. Et après, j'espère que nous allons définir ce que c'est que l'opposition, parce qu'aujourd'hui, bon, quelle est la définition, quelle est l'opposition togolaise? Moi, je connais CAP 2015, dans laquelle je suis à l'aise avec mes collègues. Et puis, voilà. Donc, il y a deux raisons. La raison fondamentale, c'est le refus de l'alternance par les autorités togolaises, le pouvoir politique togolais. Ensuite, il y a l'attitude d'une certaine opposition. Oui, sur cette première raison, M. Jean-Pierre Fabre, vous l'avez découvert quand? Mais depuis toujours. Mais je suis un combattant. Je suis un combattant. Vous savez, on ne va jamais me faire accepter les ruses d'une certaine opposition qui a commencé avant nous de crier, de proclamer, de déclarer sur les radios urbi et orbi qu'il faut une candidature unique pour les élections. En l'absence de réforme, lorsque nous nous sommes rangés à cet avis, en disant, bien, nous constatons qu'il n'y a pas de réforme, il faut accepter ce que disent nos collègues. Nous sommes allés où? À quoi? À une rencontre que vous avez vous-même appelée quoi? Vous évoquez l'élection de 2015. Oui, conclave. Attendez. Oui, je suis d'accord. Conclave. Je suis d'accord, M. Jean-Pierre Fabre. En fait, vous évoquez une situation totalement structurelle quand vous parlez du pouvoir togolais qui n'est pas prêt à céder le pouvoir. Ça ne remonte pas à 2015. Oui. Depuis 1998, avec l'UFC, vous avez participé à l'élection. C'était la même chose en 2003, en 2005, en 2010. Oui. C'est une situation qui n'est pas nouvelle. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que vous avez constaté que nous avons croisé les bras pour regarder participer aux élections? Non. Nous nous sommes toujours battus pour obtenir les réformes. Et si nous avons signé l'accord politique global en 2006, nous avons été pour quelque chose. C'est pour régler tous ces problèmes-là, pour faire en sorte que les élections soient des élections libres, transparentes, équitables et démocratiques. Mais lorsque, aujourd'hui, certains tentent de dire que vous n'auriez pas dû aller aux élections, ceux qui ont souhaité qu'on aille aux élections avec une candidature unique. Et lorsqu'ils ont constaté qu'ils avaient peu de chances d'être cette candidat unique, ont commencé à crier qu'il ne fallait pas aller aux élections. Moi, vous savez, je ne me laisse pas intimider par ce que j'appelle de la mythomanie. On a compris, le 1er mars, vous étiez notre invité ici à vous écouter. 1er mars, hein? Le 1er mars. Il y a 9 mois. Il y a bientôt un an. Vous aviez dit que vous gagneriez l'élection présidentielle. Oui. Et nous vous disions que la situation telle que vous la décrivez là, est-ce que cela ne vous faisait pas peur? Vous sembliez être sûr de vous presque 9 mois après. Est-ce que vous regrettez d'avoir participé à cette élection? Pas du tout. Pas du tout. Si c'est à refaire, vous referiez? Je referai. Pas du tout. Certainement en luttant. Et j'espère que ceux qui sont de mauvaise foi et qui ont appelé au boycott, en oubliant ceci, lorsque vous appelez au boycott, lorsque vous n'allez pas voter, celui qui va voter, il vote 2 fois. Non seulement il vote pour vous, mais il vote pour lui. Ils n'ont pas dit nous empêcherons les élections. Ils ont dit boycotter. Mais s'il n'y avait pas eu le boycott, s'il n'y avait pas eu ces appels-là, vous gagneriez l'élection. Le boycott, vous savez, il ne faut pas donner trop d'importance. Mais en fait, sur la question, elle est très importante, puisque là, vous semblez accuser ceux qui Je n'accuse personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est ce que vous dites en réalité. Ceux qui ont appelé au boycott, est-ce que c'est eux qui vous ont fait du tort ou c'est le pouvoir en place? Mais j'espère que vous m'écoutez. Je vous écoute. Quand les élections ici, le pouvoir en place ne remet pas en jeu le pouvoir. Il fait tout pour frauder. Vous avez vu les conditions. Nous sommes allés jusqu'en Côte d'Ivoire. Je suis allé rencontrer le président Rollins à Accra pour lui parler du fichier électoral. Patrick Lawson et moi, on s'est rendus en Côte d'Ivoire pour dire au président Alassane Ouattara, voilà les conditions dans lesquelles nous allons les élections. Aidez-nous à nettoyer le fichier électoral. Bien, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Alors vous me demandez si je regrette. Je vous dis non.
Je ne regrette pas. J'ai vu que les populations étaient favorables. Et c'est ça qui me réconforte quand on a aux élections. J'ai vu les populations depuis le nord jusqu'à Lomé. Vous avez vu. Vous avez vu Anéo, vous avez vu Bafilo, Atapamé, Palimé. Vous avez vu les cantons dans lesquels nous sommes allés. Mais cela n'a pas suffi, M. Jean-Pierre Fabre. Nous allons commencer par prendre des auditeurs. Nous n'avons ménagé aucun effort. Oui, nous allons commencer par prendre les auditeurs et vous allez mettre votre casque, s'il vous plaît. Le premier auditeur sur le 23 20 63 49. 23 20 63 49. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? Gérard Sélassié. Oui, je n'entends pas. Vous ne l'écoutez pas? Non. Il a un problème de casque. Là, est-ce que vous l'écoutez maintenant, M. Jean-Pierre Fabre? Allô? Oui, Sélassié, parlez, moi je vais prendre la question. Oui, je voudrais demander à M. le Président pourquoi ils attendent de venir au pouvoir avant de faire des initiatives. Par exemple, le vice-président de l'ANC et Mme Améganvi a une structure d'élevage de poissons dans le Pelé là-bas qui profite aux villageois. Il faut que tout aussi suivent le pas et faire des choses comme ça, ce qui favoriserait le peuple. Bien, merci. Donc, nous sommes intéressés plus au social. Bien, merci Sélassié. Je vais laisser la parole à M. Jean-Pierre Fabre. Bien sûr. C'est bien ce que fait Mme Améganvi. J'ai été plusieurs fois à Élé et j'ai vu sa pisciculture. C'est très bien. Il faut pouvoir le faire, mais... Est-ce qu'il y a d'autres exemples chez vous au niveau de l'ANC? Pour vous dire la vérité, non. Il faut trouver les moyens pour le faire. Mais vous voyez, nous ne sommes... L'opposition, ce n'est pas... C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Vous voyez, l'opposition, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics mènent une politique qui améliore les conditions de vie des populations togolaises. Mènent une politique qui améliore les conditions de vie des populations togolaises. Et non, l'opposition ne consiste pas à mettre en place des entreprises pour soulager les populations. Si nous avons la capacité de le faire, tout le monde fera comme Mme Améganvi. Deuxième auditeur. Vous savez, moi-même, j'ai fait des tournées en Europe où j'ai discuté avec des chefs d'entreprise pour les amener à venir investir ici. Je suis en discussion avec des chefs d'entreprise en Allemagne et en France. Donc, c'est des choses que nous pouvons faire. Mais ce n'est pas ça l'opposition. Ils viendront quand, ces chefs d'entreprise? Ah, mais ça dépend d'eux. Deuxième auditeur, allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Pierre. Oui, mais en fait, là, on a du mal à vous écouter, Pierre. Vous avez dit Pierre, non? Si. Je voudrais savoir si la non-participation ou bien le boycott prôné par une partie de l'opposition est la cause de l'échec de la l'ANC aux élections. Puisque dans tous les pays du monde, le taux de participation n'est jamais de 100%. En France, par exemple, la dernière fois, c'était 43%. Pourtant, Hollande a été élu président de la République française. Oui, cette question, on l'a déjà posée à Jean-Pierre Fabre. Il a répondu. Non, je ne voudrais pas qu'on passe du temps à parler de l'élection présidentielle. Non, vous savez, moi, je regarde de l'avant. Je ne veux pas... C'est parce que vous m'avez interrogé que je parle de ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour créer l'alternance au Togo? C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai bien dit que ceux qui ont prôné le boycott, c'était leur droit. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je ne voudrais pas qu'on me rende responsable de ceux dont je ne suis pas responsable. C'est tout. Troisième auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Yaoui, le professeur. Oui, votre question. Oui, bon, je posais une question à mon président concernant les réformes. Bon, j'ai entendu M. Jean-Kissi disait dans une radio Victoire que c'est ANC qui a totalement bloqué les réformes. Mais il faudrait que le président nous dise réellement la vérité. Merci. C'est également une question du passé. Est-ce que vous allez répondre? Oui, ben, vous savez, je ne réponds pas à cette question-là parce que je fais confiance
au bon sens des populations togolaises. Mais je vais dire une chose. Le gouvernement a introduit un projet de loi de modification constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Toute l'opposition, y compris l'ANC, l'a voté à 100%. Le pouvoir en place l'a rejeté à 100%. La majorité parlementaire du RPT Unir l'a rejeté à 100%. Un. Donc je ne vois pas ce que vient chercher l'ANC dans cela. 1. 2. L'ANC, la minorité parlementaire a introduit à l'Assemblée nationale une proposition de loi de modification constitutionnelle. Cette proposition de loi de modification constitutionnelle n'est même pas venue en plénière de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que lors des discussions en commission, le RPT a rejeté, le RPT Unir a rejeté la proposition de loi. Et il faut être honnête dans la vie. Il ne faut pas s'adonner à de la mythomanie. Lorsque certains disent Jean-Pierre Fabre, j'ai bien compris qu'on essaie de diaboliser Jean-Pierre Fabre, mais lorsque cette proposition de loi n'est pas venue en plénière, il faut accepter que... Allô? Oui, on vous écoute. Il faut accepter que la proposition de loi, la proposition d'un troisième mandat a été formulée par nos collègues de l'opposition au RPT Unir qui l'a rejeté formellement. Aujourd'hui, quelle est la situation de ces réformes constitutionnelles? Attendez, je termine. Jean-Pierre Fabre, vous voulez parler du futur? Non, excusez-moi. Non, si l'auditeur a posé la question, c'est qu'il n'a pas bien compris. Donc je lui explique que 1, le projet de loi a été rejeté. 2, la proposition de loi de l'opposition a été rejetée alors que nos collègues de l'opposition ont introduit la question du troisième mandat du RPT Unir et que le RPT Unir leur a ri au nez et a rejeté cela. 3, le chef de l'État a, quelques semaines après, indiqué à Accra qu'il n'est pas d'accord pour les réformes politiques. Il a dit qu'il est contre la limitation du mandat. Il n'a pas craint de s'associer à M. Yahya Jammeh, dont tout le monde dit qu'il est un peu fou. Mais tout ça là, c'est du passé, Jean-Pierre Fabre. Mais donc ça fait 1, 2, 3 raisons pour que on cesse de dire que c'est l'ANC qui a rejeté cela. Ok, aujourd'hui, quelle est la situation des réformes constitutionnelles et institutionnelles? Mais nous faisons tout pour que ce sujet soit la question fondamentale du début de l'année. Quand vous dites que vous faisiez tout c'est-à-dire? Mais vous savez, moi, personne ne m'a dit d'écrire par 2 fois à M. Faure Gnassingbé pour parler des réformes. Vous voyez, j'ai souhaité les réformes et je les ai rejetées. C'est ça, non? C'est le bon sens existe quand même au Togo. C'est moi qui ai rencontré par 2 fois M. Faure Gnassingbé pour lui dire vous avez signé un accord en 2006, il est temps, ça fait 8-9 ans, il faut faire les réformes. Et c'est moi qui suis accusé de ne pas faire les réformes, ça n'a aucun sens. Donc, nous nous battons. Je vous ai dit tout à l'heure que l'action politique, pour être efficace, ne se mène pas sous le regard du public. Il y a des initiatives qui sont... Vous allez écrire un nouveau chef de l'État. Il y a des choses qui sont déjà en cours. Mais il y a une initiative qui va être prise la semaine prochaine en direction du chef de l'État. Vous allez lui écrire à nouveau? Vous verrez après ce que j'ai fait, ce que nous allons faire. Vous l'avez rencontré 2 fois. Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Bon, je crois que c'est toujours la ruse. Vous comprenez? C'est pour gagner du temps. Mais moi, je suis dans mon rôle. Je dois lui dire les choses pour améliorer le sort des populations togolaises et pour que l'alternance soit au rendez-vous au Togo. Moi, je lui dis. Le 1er mars, je vous ai dit ici, en citant un adage ou un slogan des années 90, le chien aboie, la caravane passe, et vous m'aviez répondu que la caravane devait s'arrêter bientôt. Je vous répète la même chose. On a comme l'impression, en regardant ce qui se passe au Togo, comme si le chien aboie, la caravane passe. Et vous dites qu'est-ce que vous voulez que l'opposition togolaise passe? Nous sommes là, nous sommes de bonne foi, nous continuons de lutter pour obtenir l'alternance au Togo. Nous avons été rejoints. Pas les unes? Vous savez, jusqu'à preuve du contraire,
je suis président d'un parti politique. Et un parti politique accède au pouvoir par les urnes. Et donc, j'œuvre avec ce moyen-là. Maintenant, aujourd'hui, nous avons constaté les difficultés qu'il y a. Alors, nous devons nous mettre ensemble pour mobiliser les populations togolaises pour exercer le niveau de pression suffisant pour ramener le pouvoir à la raison. Voilà. Allô? Allô, bonjour. Auditeur, vous êtes en ligne sur Nana Oui, FM. bonjour, M. Pierrot. Bonjour. Oui, c'est M. Appelé de Pubert. Oui, votre question. Oui, bonjour, honorable. Bonjour, appelez-moi M. Jean-Pierre Favre, ça me suffit C'est largement. vrai tout ce que vous avez dit. Moi-même, j'ai jeté un coup d'œil sur la gestion de certaines sociétés et cela ne nous avantage pas dans le pays. Est-ce que vous, à l'Assemblée, vous ne pouvez pas interpeller les DG de cette société ou bien faire des propositions au chef de l'État comme chef de file de l'opposition pour arrêter ces gaspillages? Merci. Bien sûr, vous savez, ce n'est pas toutes les interpellations qui passent en plénière, mais il y a des interpellations du gouvernement qui sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je suis d'accord avec ce que dit notre ami, l'auditeur qui pose la question, mais pardon, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous avez tantôt parlé du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Vous l'avez appelé, vous l'avez rencontré depuis 2014. Je crois que c'est en 2014 que vous l'avez rencontré. J'ai rencontré 2 fois, le 15 mars et le 22 novembre, si ma mémoire est bonne. Vous l'avez rencontré depuis quelque part? Non, pas du tout. Pas de coup de fil? Non, j'ai suivi son discours du 2 janvier, si vous voulez qu'on en parle. Bon, oui, mais on va en parler. Justement, commencez par en parler. Vous l'avez suivi? J'ai suivi. Bon, il y a la méthode et le contenu. Si vous voulez, la forme et le fond. J'ai trouvé bizarre qu'il fasse un discours le 2 janvier. Je crois que dans tous les pays du monde, les chefs d'État qui respectent leur peuple font le discours au plus tard le 31 décembre. Et puis, le chef de l'État, c'est lui qui s'adresse d'abord à la nation. Ici, la pratique, c'est les institutions vont présenter des vœux au chef de l'État. Et d'abord, je trouve bizarre que le chef de l'État fait répondre par ses ministres. Ça n'est pas respectueux du peuple. Quand des institutions s'adressent au chef de l'État, le chef de l'État répond aux institutions. J'ai regardé la télévision, la pratique dans la sous-région. J'ai regardé des chefs d'État faire des marathons, aller répondre aux vœux des institutions. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le 4 janvier dernier. Alors ici, le chef de l'État, il se fait présenter des vœux, il se fait répondre. Et il répond par l'intermédiaire des ministres. Ensuite, on n'est pas dans une monarchie. Ensuite, lui, il fait une adresse à la nation. Bon, maintenant, ça c'est la forme. Je trouve que ce n'est pas respectueux du peuple. Et je trouve que ça enlève la solennité au discours. Maintenant, le fond. Il y a d'abord les vœux. Ensuite, le chef de l'État a parlé de la situation mondiale. Ça m'a paru bizarre qu'il parle d'abord de la situation mondiale avant de parler de la situation nationale. Il a parlé de la situation mondiale. Et sur la situation nationale, qu'est-ce qu'il dit? Il remercie le peuple togolais de n'avoir pas choisi l'anathème, etc. Bon, je ne veux pas parler de ça. Il a parlé d'une belle année 2015. Une belle année, c'est lui qui a vu l'année 2015 belle. Je crois qu'on n'est pas dans le même pays. Bon, lorsque des populations protestent contre quelque chose, une situation dont elles estiment qu'elle va nuire à leurs intérêts et que ça se termine par 8 morts, ce n'est pas une belle année pour un pays.
En parlant de belle année, sans doute que le chef de l'État fait référence à la démocratie du Togo, puisqu'il dit que le Togo a fait un saut qualitatif, notamment avec... C'est lui qui voit le saut qualitatif. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Oui, c'est lui seul qui voit le saut qualitatif. Vous ne l'avez pas vu, vous? Non, pas du tout. Lorsque on fait des élections et que 14 CELI sur 42 ont été examinés et qu'on proclame des résultats, ça s'appelle de la fraude. N'est-ce pas? Attendez, ça s'appelle de la fraude. Ensuite, lorsque un rapport d'expertise de l'Union européenne dit que les résultats ont été proclamés sans aucune base légale, il faut en tenir compte. Donc le saut qualitatif, c'est lui seul qui le voit. Vous voyez, le général Sangaré, qui a dirigé le comité d'accompagnement de la CENI, de l'accord. Oui, de l'OIF. Voilà, de l'OIF. Ce comité d'accompagnement qui devait accompagner la CENI. Aujourd'hui, il a déposé un rapport depuis juillet à l'OIF. Ce rapport, on n'arrive pas à nous le montrer. Pourquoi? Parce que certainement ce rapport n'est pas favorable au régime. Il y a 2 rapports qui ne sont pas favorables au régime. Le rapport des experts de l'Union européenne et le rapport de l'OIF. Si ce rapport de l'OIF est favorable au régime, qu'on nous le montre. Donc, c'est lui seul qui voit le saut qualitatif. Mais je continue. Bon, je me promène un peu dans son discours. Il a dit, nous devons bâtir des institutions fortes. Je viens de vous dire que lorsque les institutions sont au service du maintien d'un pouvoir, elles ne peuvent être fortes. Donc, les institutions du Togo, elles ne sont pas fortes. Elles ne peuvent jamais être fortes parce qu'elles sont instrumentalisées par le pouvoir en place pour son maintien. C'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de son discours? Et je retiens quand même qu'il parle de... Plusieurs fois, il évoque une décennie d'efforts. Il a parlé des infrastructures. Attendez, j'arrive. Il a parlé de la décennie d'efforts. Ah, merci bien. Ça veut dire qu'il se dissocie du pouvoir de son père, auquel il a participé en tant que ministre, auquel il a participé en tant que député à l'Assemblée nationale. Et alors il reconnaît que son père a fait beaucoup de tort au Togo. Plusieurs fois dans le discours, il a parlé de décennies. Et lui, il dit, il parle d'eau et d'électricité après 38 ans de pouvoir de son père et 10 ans de son pouvoir. Alors aujourd'hui, il dit, on me fait des infrastructures. Mais il veut que qui vienne faire les infrastructures? C'est lui qui doit faire les infrastructures. On ne doit pas l'applaudir pour ça. Non. Encore heureux qu'il construise quelques routes dont il se sent si fier. Qu'est-ce que vous répondez à cette partie de son discours quand il dit que 2016 sera porteur de plus d'espérance vu les résultats déjà engrangés en matière de sécurité, de climat social apaisé, en faisant référence à une enquête Cube 2015? Vous savez, on peut faire tout dire à toutes les enquêtes. Moi, je suis au Togo. Je circule dans le pays. Et je ne suis pas quelqu'un qui reste dans son bureau en train de parler de politique. Je suis sur le terrain. Je suis dans les villages. Je suis dans les cantons. J'ai mené des tournées. Je ne veux même pas parler de la campagne électorale. J'ai fait 4 tournées en 5 ans d'existence de l'ANC. Donc, je peux parler. Est-ce que tout cela ne vous use pas? Est-ce que vous n'êtes pas usé? Mais vous savez, le jour où je me sentirai usé, je dirais au parti, je suis usé physiquement. Mais je crois que Dieu m'a doté d'une détermination telle que ma santé pour le moment ne s'en ressent pas. Ouais, ne s'en ressent pas. Oui, en fait, il y a une situation. Mais donc je ne suis pas usé, je continue. Il y a une situation, M. Jean-Pierre Fabre. Vous avez été candidat à l'élection de 2010, ouais. À l'élection de 2015. Oui. Est-ce que vous serez candidat à l'élection de 2020? Pour le moment, je travaille pour obtenir les réformes. Je mets toute mon énergie pour obtenir ces résultats. Les réformes, les élections locales. Il faut pas, vous savez, il ne faut pas prendre, comme on essaye de le faire au Togo, le laxisme pour de la modération. Quand on est engagé dans l'action politique, il faut être rigoureux. Lorsque quelqu'un signe un accord
qu'il va faire des réformes, il faut l'obliger à faire les réformes. C'est pour ça que je lance un appel aux populations togolaises. D'abord, je m'adresse au chef de l'État. Je lui dis, vous avez pris des engagements de faire des réformes, faites-les. Vous avez pris des engagements devant l'Union européenne il y a 10 ans, plus de 10 ans, en 2004, de faire des élections locales, faites-les. Sinon, moi je vous mets devant vos responsabilités. Et j'appelle le peuple togolais à savoir que son sort est entre ses mains. Le destin d'un peuple est entre ses mains. Il ne faut pas attendre d'ailleurs des solutions. Personne ne viendra régler nos problèmes à notre place. Est-ce qu'il vous arrive de penser à passer la main? Mais pour le moment, je travaille. Oui, mais vous travaillez, mais vous avez du mal à avoir les résultats. Non, mais vous savez, les efforts finissent toujours par payer. Mais vous savez, on a l'impression que il y a eu un manque de culture politique au Togo. On n'est pas les seuls à lutter comme ça pendant longtemps. Je ne vais jamais laisser tomber la lutte politique. Vous savez, je peux aussi dire le chien aboie, la caravane passe. Hein. Il y a des gens qui, pour les raisons, certaines raisons, essayent de dénigrer, d'agresser. Je les laisse parce que je méprise certaines choses. J'ai le culte de la vérité. Vous savez, c'est Voltaire qui écrivait, je crois en 1736, une lettre à Thiriot. Il disait quoi? Il disait, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Mentez, non pas timidement, mais hardiment. Non pas quelquefois. Vous faites allusion à qui? Quand vous parlez toujours comme ça, vous faites allusion à qui? Oh, à ceux qui mentent. Voilà. À ceux qui croient, qui se prennent pour des petits Goebbels. Vous savez, Goebbels, il disait quoi? Vous vous souvenez de Goebbels? Allez-y. Goebbels, Joseph Goebbels, qui était un des patrons de la propagande du régime nazi, il disait mentez, mentez toujours. Il en restera toujours quelque chose. Et moi, ça ne me gêne pas. J'avance. Nous allons insérer le dernier auditeur. Allô? Oui. Bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour. Vous êtes en direct, monsieur. On vous appelle comment? Merci. C'est Jonas de la CDP de la Salle. Jonas, allez-y. Oui, oui. Bon, merci pour vos efforts là. Et je voulais suggérer un problème là. Pour dire à Jean-Pierre Pham que est-ce qu'il n'y a pas de différence entre RPT Unir et UFC ANC? À chaque fois, quand il se présente sur les médias, il dit RPT Unir, RPT Unir. Il n'a qu'à nous faire évoluer, non? En fait, je ne sais pas, je n'ai pas compris votre question, mais je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Oui, en fait, est-ce que vous voulez être plus clair? Oui, oui, c'est pour le dire. Hein. À chaque fois que quand le leader se présente sur les médias, là, ils disent que c'est RPT Unir, RPT Unir, RPT Unir là. Mais quand on fait que il n'y a pas RPT. Ok, merci, on a compris, merci. Oui, en fait, est-ce que s'il dit qu'il n'y a plus RPT, pourquoi vous continuez toujours pas à désigner le parti au pouvoir RPT Unir? C'est le RPT Unir. Bon, vous savez, moi tout le monde sait que c'est que Unir, c'est juste le serpent qui a fait sa mue. N'est-ce pas? Le serpent est sorti de sa peau, mais il ne demeure pas moins un serpent. C'est toujours Unir. Hein? Donc, tout le monde le sait. Vous savez, la preuve que nous a administré M. Fornia Singbe il y a quelques mois, c'est de désigner M. Klassou comme Premier ministre. Donc, ce n'est pas à moi qu'on viendrait parler de Unir. Klassou, il est de Unir, n'est-ce pas? Oui, mais il a été préfet de RPT. Mais vous avez été également de l'UFC. Oui. Si quelqu'un veut m'appeler UFC, ANC, pourquoi pas? C'est son problème. Mais moi je dis RPT Unir. Et je dirai toujours RPT Unir. Vous ne voulez pas parler, qu'on continue pas à parler de l'élection de 2000... Oui, allez-y. Oui, en fait, des questions sont envoyées par SMS, quelques questions envoyées par SMS. Ouais, le problème de ces émissions, c'est qu'on n'a pas le temps de s'étendre beaucoup sur les choses. Sinon, moi, je suis là, hein, on peut parler si on a le temps. Est-ce que vous voulez lancer un appel
peut-être que vous êtes le chef de file de l'opposition du Togo et vous allez joindre votre voix à celle de certains auditeurs qui voulaient que l'émission passe d'1h à 1h30. Est-ce que vous voulez ajouter votre voix à celle de ces auditeurs-là? Bien sûr. Vous voyez, je suis parfaitement d'accord avec ces auditeurs qui souhaiteraient que l'émission passe d'1h à 1h30. Pourquoi? Il y a des sujets importants, mais on donne l'impression de les bâcler parce que on est pris par le temps. Et moi-même, je sens que je suis passé vite sur certaines choses alors que j'aurais dû aller un peu plus en profondeur. Donc je suis d'accord avec eux. L'Allemagne et le Togo, c'est main dans la main et depuis quelques années, encore plus cette semaine. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais la coopération internationale est toujours une bonne chose. J'espère que ça profite au peuple togolais et au peuple allemand. Mais certaines déclarations me laissent abasourdi. Laquelle? Je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas, mais j'ai eu des discussions avec le prédécesseur de l'actuel ambassadeur d'Allemagne au sujet de certaines de ses déclarations. Et je lui ai fait comprendre que ce n'était pas une bonne chose de dire que le Togo est démocratique, etc. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit que quel pays en dehors du Botswana est plus démocratique que le Togo? Alors, je lui ai dit très bien, vous devez savoir les raisons pour lesquelles vous parlez comme ça. Donc, je préfère dire que l'Allemagne a ses raisons de dire certaines choses qui ne sont pas vraies. Il y avait un froid quand même entre les deux pays depuis quelques années. En raison de... Pour quelle raison? Oui, en fait, un peu après 90, le Togo et l'Allemagne, il y avait parce quand même... qu'il y avait un ministre, M. Schäfer, qui était ici, avec le ministre de Barge de la coopération française, et c'est devant eux que des gens ont été abattus, et je crois qu'ils ne pouvaient pas le tolérer. Le ministre allemand de la coopération salue les efforts du Togo. Visiblement, vous ne voyez pas ces efforts-là. Pas du tout. Vous ne les voyez pas? Non, j'aimerais qu'il me prête les lunettes avec lesquelles il voit les efforts. Peut-être que je les verrai, ou peut-être qu'il faudrait que je nettoie mes lunettes pour les voir. Je sais que vous portez des lunettes, je ne sais pas si c'est des verres médicaux. C'est des verres médicaux? C'est des verres médicaux. Vous avez des problèmes pour regarder, pour voir, pour lire, tout ça? Bien sûr. C'est sur cette dernière question que nous allons clôturer cette émission, la première de cette année 2016. Nous remercions Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANC, d'être venu. L'émission sera rediffusée jeudi prochain. Romaric Freitas, merci d'être resté derrière la baie vitrée. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.